Bienvenue sur Radio Mans Opposé, votre chaîne 100% gardien. C'est la dernière de notre Club par Club, notre série de l'été consacrée aux gardiens de Ligue 1 pour préparer sereinement la saison 2020-21. Pour cette dernière, on va du côté de la place d'Erlon pour évoquer le football champagne et les gardiens du stade de Reims. Et pour m'accompagner, il s'est connecté car Rajkovic finit pareil que Vladimir Stojkovic, illustre gardien du FC Nantes, son club de cœur, Thomas Bernard. Salut Nico, salut tout le monde. Malheureusement, Stojkovic ne s'est pas autant illustré que Rajkovic. Malheureusement. Et pour nous accompagner et nous donner les dernières infos, tout droit sorti du stade Auguste Delaune, on accueille Julien, journaliste sur Radio Jeux de Reims. Salut Julien. Salut Nico, salut Thomas, salut tout le monde. Salut. Alors Julien, c'est quoi Radio Jeux de Reims ? RJR, Radio Jeunes Reims, c'est une radio associative, donc à Reims, comme son nom l'indique, qui accueille pas mal de jeunes qui sont en formation, pour qui on peut servir de tremplin, et puis évidemment pour tous les auditrices, auditeurs qui nous écoutent, qui nous suivent, tout ce qui concerne les jeunes, donc le cinéma, la musique, le sport évidemment, l'environnement en ce moment, c'est aussi à la mode. Super, très belle mission sociétale. Avant de nous projeter dans la saison 2020-21, nous allons analyser ce qui s'est passé lors de la saison précédente et nous le faisons comme un vrai gardien de but avec un petit coup d'œil au poteau. Le poteau qui sauve Sylvain. Le petit coup d'œil au poteau, ça permet de savoir où on est placé. Et pour le Stade de Reims, c'est à la 6e place du championnat de Ligue 1 à la fin des 28 journées de la saison 2019-2020. On a une demi-finale de Coupe de la Ligue perdue face à Paris, si je ne m'abuse, et un 32e de finale de Coupe de France perdu face à Monaco. Première question, Julien. Le Stade de Reims est européen avec ses 6e places. Est-ce qu'on pouvait espérer cela en début de saison ? Si on nous l'avait dit il y a un an, on aurait signé tout de suite, ça c'est clair. Faut rappeler que le Stade de Reims a disputé cette saison, sa 2e saison en Ligue 1 seulement. L'année dernière, le Stade de Reims avait déjà terminé 8e après une première saison déjà réussie, avec un autre gardien dans les buts, on y reviendra juste après. Donc on est dans la continuité, effectivement. Je pense que la crise sanitaire a... Après, chacun aura son avis sur la question. Profiter sportivement au Stade de Reims, même si je sais que Jean-Pierre Caillot n'était pas tellement d'accord avec cette idée, en disant que finalement, la 6e place, elle est due pour le Stade de Reims aux résultats surtout réalisés contre les gros de ce championnat, contre Paris, contre Lyon, contre Marseille en ouverture de saison, contre Rennes, contre Lille. C'était déjà le cas la saison d'avant. Reims a été coupeur de tête, très solide. On va y revenir forcément dans cette émission. Et je pense que c'est une saison réussie et méritée sur les 28 journées qu'on a pu voir en tout cas. Eh oui, et justement, c'est beau dans la cité où le premier roi de France avait été baptisé de couper des têtes. La boucle est bouclée pour le Stade de Reims. Et si vous regardez un petit peu les résultats du Stade de Reims, vous avez vu beaucoup de 0-0, en particulier à domicile. Et c'était souvent pas forcément parce que les attaquants étaient mauvais, mais aussi surtout parce que le gardien était très bon. Rajkovic, 27 matchs à son actif, seulement 21 buts pris, meilleure défense, 12 clean sheets, meilleur également de Ligue 1 avec Lille, 80% d'arrêt, également le meilleur de Ligue 1, et 6,11 sur 10 au note l'équipe, également le premier de Ligue 1. Donc premier dans les toutes catégories, on peut considérer que c'est le meilleur gardien de Ligue 1 cette année. Thomas, toi qui as suivi toute la saison de Ligue 1, quels matchs te reviennent en tête de Rajkovic ? Tu pourrais citer plusieurs matchs de Rajkovic, Julien va pas me démentir. Mais moi, en tête, le premier match qui me vient, c'est le match face à Monaco, à Louis II, où il est décisif tout le match, et notamment, alors c'est un arrêt en fin de match qui est assez spectaculaire. Alors c'est Jovetic, il me semble, qui reprend le ballon à l'issue d'un cafouillage après un corner. Jovetic, il est à 3-4 mètres des buts, de la ligne de but, et il reprend de voler de l'extérieur du pied. Et là, Rajkovic, il a un réflexe assez étonnant. En plus, techniquement, c'était pas très académique pour un gardien, mais ça a été très efficace. Il a eu de la chance aussi avec l'aide d'Abar, mais cet arrêt-là était très impressionnant parce qu'en fait, il a réagi très rapidement. Et là, son réflexe était vraiment surprenant, et sa vitesse de réflexe m'a surpris en fait. Des arrêts comme ça en hauteur réflexe, on ne les voit pas trop souvent. Souvent, on voit plutôt des arrêts réflexes au sol. Là,
en l'air comme il l'a fait, moi j'étais surpris et moi j'étais sur le canapé et sur le coup j'ai fait oh, j'étais ébahi et franchement c'était une superbe intervention, d'autant plus que c'est décisif parce qu'il préserve le point du match nul pour Reims. C'est un point qui s'est avéré décisif pour cette 6e place, mais Rajkovic, ça s'est avéré une très bonne pioche pour Stade de Reims. À vrai dire, nous on connaissait pas avant qu'il arrive à Reims, on l'a découvert sous le maillot champenois, donc très bonne pioche. On verra comment il se comporte sur cette 2e saison, mais oui, ça a été le meilleur gardien cette saison, celui qui a fait la meilleure saison. Après, intrinsèquement, c'était pas le meilleur gardien en termes de qualité, mais celui qui a fait la meilleure saison. On se posera la question. Et justement, tiens, pour compléter les notes de l'équipe, moi j'ai regardé un petit peu toutes ces notes. Il n'y a pas une note en dessous de 5. Ce qui veut dire qu'il n'y a pas un seul, entre guillemets, mauvais match de Rajkovic où il n'a pas eu la moyenne. Pour compléter ce que tu disais, Thomas, moi un arrêt spectaculaire qui me revient en tête, c'est la main opposée face à Golovin, justement, également contre Monaco lors du match aller. Arrêt exceptionnel. Et moi, justement, j'avais fait un article en début de saison avec les gardiens à suivre et je l'avais mis dedans. Du coup, j'avais suivi également le premier match qu'il fait au Vélodrome, où, comme tu le disais tout à l'heure, Julien, où vous avez fait un coup, vous avez battu 2-0 l'OM, ou 2-0, c'est ça, 2-0 l'OM. Vous l'avez dit en fin de match, ouais. Et même s'il avait eu... alors, Rajkovic a eu beaucoup de chance cette année, je trouve également, parce qu'il a beaucoup eu ses poteaux qui ont été pour lui, avec notamment la reprise de Strootman sur le poteau. Je pense que ceux qui ont vu le match s'en souviennent. Mais ce qui m'avait impressionné au Vélodrome, c'est son assurance. C'est le côté la pression glisse sur lui, et il avait notamment été très bon dans les airs à aller sortir des 2 points. Il s'était imposé dans cette défense et dans ce stade, et c'est ce qui avait en partie, je pense, donné la confiance à la défense pour ressortir avec la victoire. Julien, est-ce que tu as cette même impression d'assurance de Rajkovic? Comment tu l'as trouvé cette année? Quel sentiment il t'a donné? Déjà, la première chose, c'est la première surprise, on va dire, c'est sa capacité d'adaptation, parce que finalement, il est arrivé en France et à Reims particulièrement avec un statut assez anonyme finalement. Hein. C'était pas un gardien très connu du grand public, étranger, qui venait d'un autre pays étranger, Israël en l'occurrence. Et la première surprise, ça a été sa capacité d'adaptation. Il s'est mis dedans tout de suite. Et comme tu le dis, il a eu la baraka très rapidement. Et pour un gardien, on sait que la confiance, c'est un poste particulier, c'est très important. Il a aussi très vite été rassuré par quelqu'un devant lui qui s'est adjugé le rôle de patron, on va dire, de la défense et même du reste de l'équipe. C'est Younis Abdelhamid. Exceptionnel. C'est pas l'objet de cette émission, mais je pense que les deux sont liés quand même. Il y avait une relation entre Predrag Rajkovic et sa défense qui était vraiment très importante. Et autant Rajkovic a sauvé les meubles une paire de fois, autant l'axe Disasi Abdelhamid a été vraiment très impressionnante toute la saison. Donc vraiment la capacité d'adaptation. Et puis après, moi, ce qui m'a vraiment surpris durant cette saison, on y reviendra certainement, même si Thomas disait que intrinsèquement, c'est peut-être pas le meilleur. Je suis assez d'accord avec lui. Il a des choses à améliorer, mais sa force, c'est qu'il est 1, régulier, et 2, très complet malgré tout. Ouais. Oui. C'est vas-y Thomas. Oui, sa régularité, voilà, c'est un aspect très important pour prétendre à de plus de clubs prestigieux, parce que je pense que lui, à l'avenir, il va peut-être vouloir côtoyer, le haut niveau, et d'autant plus que lui aussi, il cherche à s'imposer en sélection serbe, ce qui n'est pas encore le cas aujourd'hui. Donc après, je suis pas expert en gardien serbe, donc je ne sais pas. Je crois il me semble que c'est le gardien de l'Étoile Rouge qui est titulaire pour l'instant. Donc il faudrait que je vois vraiment ses performances. Donc pour comparer à Rajkovic. Où a été formé Predrag Rajkovic d'ailleurs. Hein. Oui, en Serbie, notamment l'Étoile Rouge a une très bonne école de gardien, quand sorti pour le passé.
Et en tout cas, on va pouvoir l'évoquer lors de ces différents débats. Juste pour finir ce petit coup d'œil au poteau, on a également Nicolas Lemaître qui a joué un match en championnat et 3 dans les coupes nationales, peut-être même un peu plus plutôt. Oui, 3 matchs en total et donc 2 dans les coupes nationales, 1 en championnat. Pourquoi il a quitté le club? Je pense que Nicolas Lemaître avait besoin de temps de jeu. C'est quelqu'un qui est au club depuis un certain nombre d'années maintenant, qui a toujours été dans l'ombre d'un gardien titulaire, qui a toujours été très bon et très performant. L'année précédente, c'était Edouard Mendy, qui joue aujourd'hui à Rennes, et qui a confirmé d'ailleurs la saison qu'il a réalisée à Reims à Rennes. Cette année, il était dans l'ombre de Predrag Rajkovic, et David Guillon n'a pas l'habitude de faire énormément tourner ces gardiens, même en Coupe nationale, hormis, comme tu viens de le signaler, sur le premier tour. Mais David Guillon fait souvent jouer son gardien titulaire dans les matchs importants, en Coupe nationale aussi, ce qui a valu d'ailleurs au Stade de Reims de se qualifier pour les demi-finales de Coupe de la Ligue. On se souvient, contre Strasbourg, au tir au but, avec encore une masterclass de Predrag Rajkovic qui sort au moins un de mémoire, si ce n'est 2 tirs au but. Il gagne 4-2 la séance de tirs au but contre Strasbourg. Donc voilà, Nicolas Lemaitre, c'est un très bon gardien, mais qui est en dessous à tout niveau pour l'instant de Predrag Rajkovic. Si ce n'est peut-être que dans la relance, il a vraiment un gros travail à réaliser. Ça s'est senti d'ailleurs contre Strasbourg lors du seul match qu'il a joué en Ligue 1, que le Stade de Reims perd 3-0. C'est une défaite qui n'est pas seulement imputable à Nicolas Lemaitre, qu'on rassure tous les fans de Quevilly-Rouen. Là, c'était un match sans pour l'équipe, ça arrive. Mais voilà, c'est un gardien qui est sérieux, c'est un gardien qui est ambitieux et qui a besoin de temps de jeu et de confiance pour vraiment devenir un futur peut-être titulaire de Ligue 1. En effet, et d'ailleurs, tu évoquais que lorsqu'il a joué, c'était parce que Predrag Rajkovic venait de subir un cambriolage chez lui, c'est ça? Ouais, finalement, la seule mésaventure de Predrag Rajkovic durant sa première saison, c'est hors football, effectivement. Il avait subi, lui et sa famille, chez lui, alors qu'il était dans son domicile, un cambriolage, effectivement. Et donc, ça l'a un peu perturbé, lui et sa famille, forcément. Et en termes de management, on sait que David Guillon est plutôt bon, donc il a décidé de le mettre au repos ce soir-là contre Strasbourg. Et c'est Nicolas Lemaitre qui a pris la suite. Très bien, en tout cas pour ce coup d'œil au poteau, pour cette petite rétrospective de la saison passée. Maintenant, on va se plonger dans la saison à venir. Oh oui, Greg, il la sort! Oh oui, m'a opposé Richard. Et quand on se plonge dans la saison à venir, on se rend compte que l'effectif gardien a bougé entre la saison passée et la saison à venir avec le départ de Nicolas Lemaitre. On a toujours Predrag Rajkovic, 24 ans, 1m92, serbe, sous contrat jusqu'en 2023. On a Yevan Diouf, 20 ans, 1m90, français, sous contrat également jusqu'en 2023. Et Dialy Ndiaye, 21 ans, 1m93, sénégalais, sous contrat jusqu'en 2024. Ce qui est notable, c'est que c'est 3 gardiens qui ont été recrutés lors du même été, l'été 2019. Diouf en provenance de Troyes, où il a gagné la Gambardella 2018. L'entraîneur des gardiens, c'est Sébastien Hamel, et le coach, c'est David Guillon. Alors, on va revenir sur la saison de Rajkovic, mais sur un aspect un petit peu plus technico-tactique. Et on va se poser la question assez simple, pourquoi Rajkovic était-il le meilleur gardien de Ligue 1 l'an passé? Thomas, est-ce que tu peux nous dire pourquoi? Je pense que tout d'abord, en fait, ses qualités matchaient parfaitement avec le style de jeu de son équipe, qui était un bloc défensif assez solide et où il a pu exprimer davantage ses qualités sur sa ligne, parce que c'est un gardien assez tonique, pas extravagant, sobre, un peu à l'image des gardiens de l'Est. En général, les gardiens de l'Est, à titre de comparaison, je sors comme un exemple majeur Oblak, même si je dis pas que c'est le même niveau pour l'instant, je lui souhaite à Rajkovic, mais c'est un peu cette école-là des gardiens de l'Est, sobre, efficace. Il y a quelques axes de progression, j'ai noté, parce que voilà, en exigeant avec lui, si on estime qu'il a fait
il a été le meilleur gardien en Ligue 1, donc j'estime qu'il y a des axes de progression, bien évidemment. Dans ses prises de décision, notamment dans le jeu aérien, où parfois il y a souvent cette temps d'hésitation à sortir parfois par moment dans le jeu aérien, et il hésite et il ne sort pas par moment. Et aussi, face à Paris, il me semble qu'il s'est loupé sur en Coupe de la Ligue, sur l'une de ces interventions-là. Donc, c'est les prises de décision qu'il doit mieux gérer. Le jeu au pied, j'attends de voir peut-être une petite amélioration, parce que le jeu de Reims est plutôt assez vertical, donc le jeu long est peut-être plus propice. J'aimerais bien voir sur un jeu mi-long peut-être une meilleure utilisation tactique du jeu au pied dans la prise de décision, c'est-à-dire quand est-ce que je dois jouer long ou pas, est-ce que c'est le plus propice, quel est le moment le plus propice pour jouer long pour que mon équipe en profite, quel est le moment le plus propice pour jouer court pour que mon équipe puisse relancer et amorcer une bonne offensive. Donc cet aspect tactique qui doit améliorer. On l'avait vu notamment lors d'une frayeur qu'il avait eu face à Angers, lorsqu'il avait fait une passe courte à Abdelhamid et qui avait été intercepté, et juste après Rajkovic avait fait un bel arrêt. Oui, c'est en fait ces aspects que je note là, que ce soit les prises de décision, c'est des petits détails qui paraissent, mais comme Reims va jouer la Coupe d'Europe, ces petits détails, ça peut faire la différence. Donc c'est pas un défaut, parce que franchement, comme on disait tout à l'heure, il est complet. Hein. C'est peut-être pas le top partout, mais il est complet. Il sait tout faire à peu près. Après, c'est vraiment ses prises de décision, et j'aimerais bien voir dans le jeu au pied, voir comment il se comporte, parce que Reims peut-être va devoir faire évoluer son style de jeu, va plus être attendu par les équipes. Je ne sais pas comment Guillon envisage cette saison au niveau tactique. Donc, ces aspects-là qu'il faut observer chez Rajkovic, mais en général, oui, c'est un très bon gardien qui a une palette technique tactique assez large. Moi, ce qui m'impressionne, je pense que j'ai jamais vu un gardien aussi bien plongé. Peut-être que je trouve que ces plongeons, ils sont, ces plongeons, ils sont un peu forts, mais jamais vu aussi un gardien bien plongé, mais parce que je l'apprécie beaucoup, Rajkovic, mais je trouve qu'ils sont toujours justes en fait. À chaque fois, il est dans le tempo. En plus, on a l'impression que c'est le genre de gardien où il part pour plonger, on se dit il va pas l'avoir. Et finalement, il la sort parce que sa poussée basse, elle est bonne, parce que en fait, on a l'impression qu'il y a tout son corps qui y va. Oui, il subit pas l'action. Il va chercher le ballon. Ça. Vous pouvez regarder, il y a toujours une courbe en diagonale quand il va plonger, sauf quand il est vraiment en retard. Moi, c'est vraiment ça qui m'a impressionné. Et l'autre point qu'on apprécie beaucoup chez les gardiens et qui est la marque pour moi des gardiens qui ont un grand avenir, c'est la capacité à se replacer tout le temps par rapport à l'action. Il va être le buste en avant quand il faut sortir, le buste en arrière à un moment quand il va se rendre compte que finalement finalement l'action va aller d'une manière différente, par exemple au deuxième poteau. Il est tout le temps à remettre ses appuis, tout le temps à vraiment modifier ses appuis à chaque fois. Vous pourrez regarder à chaque fois qu'il bouge un pied, ou tous les dixièmes, il a un appui différent en fait. Ce qui lui permet à chaque fois justement d'être bien placé pour aller effectuer son action. Moi, c'est vraiment les deux trucs que j'ai regardés. Alors, c'est forcément les trucs qu'on voit le plus lors des résumés, vu qu'on voit surtout les arrêts. Mais par exemple, par rapport à d'autres gardiens de Ligue 1 qu'on a évoqués, pour moi, c'est vraiment le plus de Rajkovic, cette technique de plongeon et ce replacement. C'est vrai qu'il est très explosif, et c'est une de ses forces, et il a d'excellents réflexes, on le disait tout à l'heure. Pour preuve, cette statistique qui fait de lui le meilleur gardien sur les pénaltys. Il en a arrêté 4 sur 5 quand même cette année. On parlait de Monaco, effectivement, c'est le seul, Ben Yedder, qui a réussi à tromper David Guillon, Et encore, il la touche. Et en plus, il part du bon côté. Mais c'est vrai qu'il a d'excellents réflexes. Sur le jeu aérien, je suis assez d'accord avec Thomas. Il a une chance en plus. Il a 1m92, c'est ça? Je me souviens plus de sa taille exactement. Ouais. Je pense que ça l'aide. C'est un grand gardien. Mais effectivement, il peut encore s'améliorer, notamment dans la prise de décision. Je suis assez d'accord avec Thomas. Là où je suis un peu plus dans la discussion, c'est sur sa qualité de jeu de passe. Nous, à DeLaune, quand on commente ces matchs avec les confrères, on est quand même souvent bluffé par justement... alors, peut-être que dans la prise de décision, jeu court, jeu long,
on peut effectivement discuter, mais sur la qualité de son jeu de passe, vous regarderez les pourcentages de passes réussies du gardien à Reims. Et normalement, la moyenne est quand même plutôt élevée. Et souvent, la balle arrive là où il est prévu qu'elle parte, quoi. Et c'est quand même une grosse qualité. Et c'est l'une des différences, effectivement, qu'on avait notées par rapport à Nicolas Lemaître, où lorsqu'il doit faire un dégagement, soit ça partait en touche, soit ça n'arrivait pas. Enfin, ça avait du mal à trouver preneur. Après, les duels aériens sont gagnés, sont perdus, mais en tout cas, ça arrivait à destination. Oui, ouais, moi, ce que je voulais souligner dans mon propos, c'était l'aspect tactique, pas l'aspect technique. Et c'est pour ça que c'est important parce que dans les matchs Coupe d'Europe, ou pour lui, même s'il prétend à un plus grand club ou avoir une plus grande ambition, cet aspect-là est fondamental. Quand on voit l'importance du jeu au pied, par exemple, je prends les meilleurs actuellement, Ederson et Alisson, eux, ils sont bons techniquement, mais ils sont bons tactiquement aussi. Donc c'est ça que je voulais souligner, l'aspect tactique. Tout dépend ensuite de la stratégie qui sera mise en place dans la qualité de jeu par David Guillon aujourd'hui à Reims. Effectivement, je crois que c'est Nico qui soulignait qu'on a eu pas mal de 0-0. On s'est souvent ennuyé quand même, parce que Reims, c'était des beaux 0-0. En tout cas, à chaque fois que je les ai regardés, vu qu'il y avait plein de... C'est pas l'avis partagé par tout le monde. D'accord. Parce que j'ai vu que les bons matchs de Rajkovic quand j'ai préparé l'émission, peut-être. Et c'est vrai que quand on est sur du 0-0, ce qui nous faisait un petit peu nous lever de notre chaise ou monter un peu le ton au niveau de la voix, c'était les arrêts de Rajkovic qui sauvaient parfois la patrie. Reims, c'est une équipe qui aime subir parce qu'elle sait subir. Et Predrag Rajkovic, il est hyper rassurant là-dedans. Après, dans le jeu, on a souvent pointé du doigt à Reims la capacité du club à se créer des occasions et par la force des choses à marquer. La 6e place du Stade de Reims, elle est d'abord due à sa défense plus que par sa capacité à marquer des buts. Il est question cette année d'une certaine évolution, notamment tactiquement. On parle d'un jeu en 4-3-3 avec Berisha, qui est la recrue star, qui vient de la Lazio de Rome, au milieu de terrain, qui permettrait au Stade de Reims de faire un peu plus de jeu et de tenir un peu plus le ballon. Ce qui laisse à penser que Predrag Rajkovic pourra peut-être un peu plus opter pour du jeu court en repartant de derrière avec de la construction et de la possession. C'est vrai qu'on a vu beaucoup de longs ballons envoyés parfois de façon un peu difficile quand tu joues en 4-5-1 avec un attaquant qui est pris par une défense en face qui tient bien la garde. Donc ça sera intéressant de suivre justement cet aspect du jeu de Rajkovic. Ouais, et pour répondre également pourquoi Rajkovic était le meilleur gardien de Ligue 1 l'an passé, moi, à titre personnel, Rajkovic, il a mis des buts en fait. On parlait des 0-0, il a mis des buts. Il a clairement mis des buts. L'arrêt contre Monaco, c'est un but. Il a arrêté des buts, je veux dire, plutôt, parce que non, mais il a même mis des buts, quoi. C'est le but qu'il a arrêté, il t'a permis de soit gagner un 0, soit de faire ton 0-0. Donc il t'a mis un point parce que moi j'appelle ça le gardien, il met des buts, quoi. Il a été décisif, quoi. C'est ça que tu veux dire. Ça devait être un but et puis il n'y a pas eu but, quoi. Et c'est vrai que et à des moments clés, c'est ton nombre de points que tu finis à la saison. Il y a le nombre de fois où tu gagnes un 0 également. Enfin, 12 clean sheets. Et la discussion qu'on avait juste avant, c'est par rapport à Steve Mandanda. En fait, on se fonde. Il y avait Steve Mandanda. Il y a eu également Fred Gomis, Maignan qui ont fait des belles saisons. Mais lui, voilà, t'en as pas deux comme lui sur cette saison, quoi. T'en as pas le 4 sur 5 sur penalty, c'est 4 sur 5 arrêtés, quoi. Ça veut dire que pareil, c'est 4 buts qui sont pas rentrés, quoi. Et ça, c'est intéressant, pardon de te couper, Nico, un petit peu comme les gardiens de hand, il y a un aspect psychologique qui rentre en ligne de compte qui me semble quand même très important de souligner parce que en plus, c'est, sans faire de jugement au faciès, c'est le gardien serbe, Europe de l'Est, ex-Yougoslavie, crâne rasé, qui au niveau du faciès ne montre aucune émotion et qui fait que on se pose des questions quand tu sais qu'il a déjà fait 12 clean sheets, qu'il a déjà arrêté 4 pénaltys, quand tu es le 5e tireur, tu te poses des questions, je pense, quand tu es attaquant et que tu te retrouves face à Rajkovic et l'air de rien, cet ascendant psychologique, quand tu te retrouves face à un gardien qui a une certaine amplitude, en plus, on le disait tout à l'heure, sur sa façon de se projeter, de plonger, etc. Et sur les pénaltys, il a déjà marqué des points avant même que l'attaquant tire. Et sur les pénaltys, au-delà de ses réflexes, c'est un gardien qui part le plus tard possible. Oui, il attend. Et ça, c'est imbattable.
comme tu dis, c'est l'équivalent de Ibrahimovic et Neymar qui arrivent à changer de côté de frappe au tout dernier moment quand ils font leurs penalties, ce qui leur permet souvent de marquer. Sans pour autant bien tirer le penalty, quoi. C'est un penalty qui est presque passé dans le filet parce qu'ils arrivent psychologiquement à battre le gardien. Et ça, c'est énorme sur Rajkovic. Maintenant, on va se poser la question, quel est le potentiel de Rajkovic ? Et je me retourne vers toi, Thomas. On a évoqué certains gardiens qui ont fait des bonnes saisons. Est-ce que tu le vois par la suite avoir une progression vers un top club européen, vers un bon club français, un cran entre les deux ? Comment tu vois la progression de Rajkovic ? Alors moi, peut-être pas passer de Reims directement à un top club européen. Peut-être que la marche est peut-être trop haute. À terme. À terme, oui, à terme, c'est possible. Le potentiel. Potentiel. Après, déjà, j'attends de voir s'il va confirmer, d'autant plus que l'évolution tactique peut-être de David Guillon, on va peut-être voir un peu plus ses défauts, parce que peut-être que Reims aura une moins bonne assise défensive sur le plan collectif. Ce sera moins shot stopper. Oui, voilà, exactement. Et pour prétendre à des plus grands clubs européens, être shot stopper, comme on dit, ça ne suffit pas. Donc après, il y a certains championnats, je pense qu'il n'y a pas le profil idoine. Je pense pas qu'en Angleterre, vu ses manques de régularité dans ses prises de décision dans le domaine aérien, soit adapté pour lui. L'Italie, l'Espagne ou même l'Allemagne, ça peut être bien pour lui. D'autant plus que je pense que il y a beaucoup de clubs étrangers qui vont le voir, d'autant plus s'il parvient à s'imposer avec la Serbie. La Serbie a plutôt une bonne génération dont il fait partie, donc il peut profiter de cela aussi. Le potentiel, c'est assez difficile pour dire pour un gardien parce qu'en fait, il dépend beaucoup de son équipe. Et sur le plan collectif, il faudrait qu'il trouve une équipe assez similaire sur le plan de Reims, je pense, parce que dans une équipe où il domine beaucoup, où il n'y a pas beaucoup d'arrêt à faire, est-ce qu'il sera aussi bon ? Personnellement, je le pense, mais pour en être sûr, il faut le voir. Il a déjà été dans des équipes qui dominent, sachant qu'il a été champion. Il a été champion avec l'Étoile Rouge. Il a été également champion avec Tel Aviv. Pour moi, c'est pas. Je pense pas que ça soit un problème pour lui. On va dire d'être dans des équipes qui dominent, parce que on va dire contrairement, c'est pas un gardien qui a été élevé dans les centres de formation, c'est un gardien qui a été numéro 1 très jeune, donc à 19 ans, il était numéro 1 à l'Étoile Rouge, même peut-être 18, je pense, et il a que 24 ans, hein, donc il est encore jeune, il est encore jeune, pour Ghana, il est encore très jeune. Même s'il en fait un peu 30 avec sa maturité, il a que 24 ans, donc je pense que ce côté-là, il peut l'avoir. Je pense pas que c'est quelqu'un, notamment si tu le mets demain en Coupe d'Europe, qui va, comme on l'a dit, qui va se faire beaucoup de billes par rapport à ça. Moi, je pense que son plafond, ça serait plutôt au niveau technique. On l'a pas évoqué, mais moi, dans les highlights, j'ai pas vu une prise de balle. Mais ça, c'est pas qu'une question de Rajkovic, c'est une tendance qui se fait depuis ces dernières années. Souvent, les gardiens préfèrent boxer que bloquer le ballon. Donc après, c'est une mode qui se fait beaucoup en Allemagne, développée vachement en Allemagne. D'ailleurs, en Suisse aussi, ils reprennent un peu cette mode-là. En Angleterre également, parce que en fait, il y a une tendance aussi, c'est d'être moins protégé quand t'es gardien, notamment dans le domaine aérien. Ce qui fait que quand t'es moins protégé, une prise de balle, c'est peut-être moins efficace que boxer le ballon, où le danger est plus facilement, on va dire, éloigné. Mais ça, c'est un aspect global. Hein. J'entends, mais il y a la qualité du ballon aussi, hein, et les trajectoires de plus en plus flottantes fait que sur les frappes de loin, par exemple, sans parler des sorties aériennes, les gardiens prennent plus beaucoup de risques, ils dégagent, ils boxent du point en général. Hein. Alors, on va pas rentrer dans ce débat, mais elles sont, on va dire que le caractère flottant est de moins en moins vrai. Les ballons se sont entre guillemets stabilisés. Ils ont arrêté de faire trop de. Ouais, comme 2010 quoi. Voilà. Mais on n'est plus à l'apex des ballons flottants. Mais bref. Enfin, en tout cas, je suis d'accord avec vous. Mais pour moi, je pense qu'un grand gardien de grand club, ça a une prise de balle plus correcte que celle de Rajkovic actuellement. Je l'ai vu sur certaines balles, notamment il a eu de la chance,
ou par exemple mauvaise prise de balle et puis c'est revenu plusieurs fois. Enfin, en tout cas, moi je suis pas rassuré sur cet aspect. Et ensuite, peut-être que c'est notamment sur ces duels. Peut-être on l'a pas beaucoup vu sur ces duels, mais notamment sur sa technique peut-être un peu plus moderne, qui pourrait ressembler à un gardien moins, même comme tu dis, sa technique au pied. Peut-être que les standards sont pas encore là. Il doit encore trouver, je pense, un entraîneur des gardiens qui lui permette d'aller au top européen. Il a une trajectoire très, très particulière quand même, Predrag Rajkovic, parce que très jeune, c'est un joueur qui était scouté par, paraît-il, des grands clubs. Ça, il n'y a que les grands clubs qui le savent. Mais c'est vrai qu'il a une trajectoire quand même, après la Serbie, de partir à Israël. Bon, c'est un choix de carrière qui peut paraître étonnant quand on sait le talent qu'il avait déjà très jeune. Ce gardien-là, il faut rappeler qu'il a été élu meilleur gardien de la Coupe du Monde U20 en 2015, que la Serbie a remporté d'ailleurs. Ouais, c'était en Nouvelle-Zélande et il a été gardien du tournoi. Donc déjà à 19 ans, il avait déjà le potentiel qu'on lui prête encore aujourd'hui. Et arrivé à Reims l'été dernier, alors que plusieurs clubs du top 5 européen, enfin les championnats européens le courtisaient, là aussi, paraît-il, c'est un choix, si ce n'est intéressant, en tout cas étonnant, même si on sait que Reims est aussi aujourd'hui de plus en plus publiquement connu pour être un club un peu tremplin pour ce genre de joueurs. Il y en a d'autres par le passé qui l'ont fait également. Donc voilà, là, et par exemple, on entendait là pendant l'été et post-confinement du Milan AC, par exemple, pour Predrag Rajkovic. Bon, je doute que le Stade de Reims lâche son gardien comme ça aussi facilement, connaissant le club, mais sa trajectoire de carrière est assez étonnante. Je le trouve un peu à l'image de David Guillon, d'ailleurs, à Reims entraîneur, très pragmatique dans sa façon de réfléchir sa carrière, dans sa façon de vivre un match, dans sa façon de travailler également au cours d'un match. Un peu à l'image de l'école d'ex-Yougoslavie, on en rigolait un petit peu tout à l'heure, mais les Kurkovic, les Pantelic, etc. Il est un petit peu intermédiaire entre cette ancienne école de gardiens et les gardiens modernes dont on attend un peu plus, effectivement. Il y a des ressemblances, si vous regardez des images, avec ce que faisait dans une autre époque Kurkovic au niveau des plongeons. Sa qualité de plongeon de Kurkovic, vous regardez des matchs, elle est tellement moderne. Enfin, vraiment, il a sorti il a sauvé des matchs pour Saint-Etienne comme Rajkovic sauve des matchs pour Reims. Donc, en conclusion de cette question sur le potentiel de Rajkovic, on attend par la suite de passer à un cap plus élevé au niveau européen pour voir, tout en connaissant peut-être certains défauts qui pourraient être son plafond vis-à-vis d'autres gardiens. Moi, je pense que la saison, pardon Thomas, la saison qu'on va vivre là, 2020-2021, quand il s'agira de faire le bilan dans un an, ce sera, à mon avis, il aura 25 ans, le bon curseur pour connaître la suite de sa carrière. Moi, je suis la Juve. S'il refait une saison comme ça du côté de Reims, ou je suis l'Inter de Milan qui a aussi un vieux gardien, tu te poses la question, au moins soit pour être ton numéro 2 à la Juve, soit pour être un bon gars. Ouais, l'Inter de Milan, c'est peut-être trop élevé, tu vois, mais je sais pas. Ça l'air à l'Inter ou à la Juve. Non, c'est dur. Non, je pense que tu as une étape. Oui, mais je pense pas qu'ils sont dans le même type que toi, les dirigeants de la Juve ou de l'Inter. Ils préféreront peut-être un gardien qui connaît déjà la Coupe d'Europe. Tu vois, un mec comme Onana, je pense que voilà, c'est un profil un peu différent qui a déjà joué la Coupe d'Europe. Mais pour Rajkovic, je pense que tu as une étape intermédiaire. Je sais pas, là, j'ai pas, par exemple, un club comme Séville, je sais pas, je prends un club au hasard. Okay. C'est un grand club européen, mais qui a des ambitions aussi. Donc, c'est une bonne étape intermédiaire avant de taper le très haut niveau. Moi, je pense que c'est un peu le chemin qui risque de prendre. Après, si la Juve lui décide de le prendre et puis il y va, moi je suis Rajkovic. En numéro 2, la Juve, en numéro 2, je vais pas dire numéro 1. Ouais, non, mais moi, numéro 2 pour la Juve. Mais je pense que Rajkovic n'intéresse pas d'être numéro 2. Même à la Juve. Je pense qu'il voudrait être numéro 1 et que voilà, un club du même standing, on va dire, entre guillemets, de Séville, j'ai pas d'autres exemples en tête, pourrait être envisageable. T'as raison, il ferait un peu comme Alisson a pu le faire, par exemple, où il est allé à la Roma.
Et ensuite, il a été à Liverpool et Alisson, c'est 27 ans. Donc il a été 2-3 ans à la Roma. C'est vrai, c'est peut-être plutôt un club de standing là, de bon standing Europa League, quoi. Oui, voilà. C'est très bien déjà pour connaître le très haut niveau. Et c'est en cela le fait. Alors après, Reims, on dit que Reims est européen, mais Reims est en qualification pour l'Europa League. Il ne faut pas s'emballer non plus. Mais si toutefois ils arrivent à se qualifier pour les matchs de barrage, ce qu'on souhaite tous, ne serait-ce que pour l'indice UEFA de la France, ça sera vraiment un vrai bon test pour savoir ce que peut valoir un tel gardien sur la scène européenne pour la suite. On se doute bien que Reims ne va pas le conserver des années. Ah non, malheureusement pour vous, oui. Mais on vous fait confiance avec vos 2 finales de Ligue des Champions. Vous êtes l'indice européen de la France. Vous êtes notre plus grand espoir. Sans compte les années 50, oui. Non, mais ça compte. À jamais les premiers, hein, comme on dit en finale. Il y en a d'autres qui le disent, ouais. Ouais, mais c'est les Trailblazers, c'est Copa et ses copains. Comment Reims fait-il pour recruter des pépites au poste de gardien? Tu as commencé à évoquer le sujet. Julien, on a eu Edouard Mendy, on a maintenant Rajkovic. Edouard Mendy, même si c'est Maignan qui avait eu le trophée, on était dans la rédac vraiment à se poser la question si ça ne devait pas être Edouard Mendy. Je ne sais plus si c'était l'année dernière ou l'année d'avant. Comment vous faites? C'est un travail de prospection, un travail au quotidien qui est réalisé. Je pense que ça va au-delà des 4-5 ans d'ailleurs, parce qu'avant Edouard Mendy, les plus jeunes s'en souviennent peut-être pas, mais il y a eu pendant très longtemps Kossi Agassa, international togolais, qui a quand même réalisé joué la Coupe du Monde 2006. Qui a fait la Coupe du Monde avec le Togo et qui a fait des très belles saisons 2013-2014, 2014-2015, notamment avec le Stade de Reims sur la première saison, enfin la première partie de l'histoire du Stade de Reims moderne en Ligue 1. On rappelle que quand on est monté en 2012, ça faisait 33 ans que le Stade de Reims n'avait pas connu la première division. Kossi Agassa n'y était pas pour rien déjà à l'époque. On a eu Johan Liébus, ça a été un petit peu plus dur effectivement ensuite avec par exemple des gardiens comme Johnny Placide, qui du reste étaient des bons gardiens, mais je pense un ton en dessous de ce qu'on a pu connaître effectivement plus récemment avec Edouard Mendy et Rajkovic. La cellule recrutement du Stade de Reims depuis quelques temps est louée pour sa qualité d'anticipation. Pour le poste de gardien, je pense que le travail de Sébastien Hamel est à noter. C'est un membre du staff qui est beaucoup dans l'ombre, qui est quelqu'un de très discret, mais qui a fait ses preuves depuis quelques années maintenant. Et même au quotidien, à l'entraînement, c'est quelqu'un qui est reconnu pour la qualité de ses entraînements. C'est pas pour rien qu'un Rajkovic a été performant, on le disait très rapidement, en France. Donc voilà, c'est surtout de l'opportunité et de l'anticipation à Reims. C'est une politique qui porte ses fruits depuis 3-4 ans maintenant et je ne doute pas que ça puisse continuer dans les années à venir. Il y aurait eu un vrai problème si Edouard Mendy n'avait pas quitté le Stade de Reims l'été dernier par contre. La Reims a toujours eu des très bons gardiens, mais la gestion des gardiens quand il s'agit d'avoir plusieurs bons gardiens dans son effectif n'est pas toujours simple. Vous avez peut-être déjà eu l'occasion d'en débattre dans d'autres clubs, mais c'est vrai que si Mendy était resté ou n'avait pas trouvé preneur l'été dernier, Rajkovic avait signé avant le départ de Mendy à Rennes, ça aurait été compliqué. Là, l'histoire est plutôt bien faite. Ouais, Tata Roussanou, Laxis. Et par exemple. voilà, c'est le même débat. Donc, ok, très bien. Pour ce petit point, tu me disais également qu'en fait, c'est même une politique globale de Reims de choisir les meilleurs éléments à chaque poste. On a Rémi Houdin et Nicolas Depréville qui vous ont un petit peu fait mal le week-end dernier, qui peuvent en témoigner. C'est vrai que c'est un travail. En fait, c'est là où on voit les grandes organisations. On parle beaucoup du coach, on parle beaucoup des joueurs, mais si le club travaille mal en général, c'est compliqué et à l'inverse, c'est plutôt pas mal pour le Stade de Reims. Oui, ils travaillent sur des marchés d'opportunités. Peut-être que le confinement peut, en ce sens-là, faire un peu de mal au Stade de Reims, dans le sens où les premiers championnats qui ont repris étaient des championnats vers lesquels le Stade de Reims, hors Allemagne,
pouvaient travailler. Bon, je ne sais pas si le Stade de Reims travaille actuellement en Biélorussie, mais comme c'était le seul championnat à un moment qui avait repris ou qui continuait, tous les yeux se sont braqués vers ce pays-là, vers ce championnat. Le Stade de Reims, en fait, a eu l'intelligence de regarder dans des championnats qui sont ou sous-cotés ou très peu médiatisés, mais dans lesquels jouent des très bons joueurs, quoi, hein. Les Pays-Bas, le Portugal, il faut rappeler que c'était aussi des destinations de joueurs de champ, pour le coup, d'où proviennent les dernières recrues, hein, Kai Sireuys, Ghislain Conan, le défenseur arrière-gauche aussi, Moussa Doumbia. Enfin voilà, c'est un travail de longue haleine qui s'est mis en place et qui s'est structuré pendant plusieurs années, depuis 4-5 ans maintenant, qui porte ses fruits. On est sur un marché d'opportunités, d'anticipation, parce que souvent, il y a entre 6 mois, enfin, il y a à peu près un mercato d'avance en général pour le Stade de Reims, c'est-à-dire qu'un joueur qui va signer en janvier, en général, il doit intégrer le groupe pro l'été suivant, quoi. Voilà, sauf si contre-indication ou opportunité, encore une fois. Je pense par exemple à El Bilal Touré, l'attaquant, qui était programmé pour cette saison. Bon, il a éclos un peu plus tôt que prévu. Pour les gardiens, la stratégie est un peu différente, mais je ne doute pas que le Stade de Reims est déjà en train de travailler sur l'après Rajkovic. J'en suis convaincu. Et justement, on va se poser une question parce que en regardant un petit peu l'effectif gardien, on voit qu'il y a 2 gardiens très jeunes, hein, Diouf 20 ans et Ndiaye 21 ans. Une question assez simple, Diouf en numéro 2, est-ce un pari trop osé pour le club? C'est à moi que tu poses la question? Ouais. Oui et non. Oser, oui, parce que Yehvan Diouf, alors j'ai pas eu l'occasion de suivre ou de voir beaucoup de matchs de la Nationale 2 la saison dernière, mais on m'a dit beaucoup de bien de Yehvan Diouf. Pour ce que j'ai pu voir moi de Yehvan International U20. Absolument. International U20 et comme on l'a dit tout à l'heure, vainqueur de la Gambardella avec 3 en 2018. Exactement, et c'est contre l'Estac justement que le Stade de Reims a disputé son tout premier match amical. C'est difficile de tirer, quel que soit le poste, des enseignements d'un premier match amical de pré-saison, encore plus après 3 mois sans avoir joué. Mais pour le coup, quand on a l'habitude de voir des matchs de Rajkovic, quand on voyait Van Diouf dans les buts, sans lui manquer de respect, parce que encore une fois, j'en ai eu que des bons échos, on voit la différence quand même. Notamment sur les frappes à ras de terre, où j'ai trouvé qu'il était très lent dans ses plongeons, il était très lent pour se déplier. Il y a plusieurs fois où le ballon est passé sous le soupirail. Ça m'a un peu ennuyé. Les dégagements, effectivement, c'est moins précis que Rajkovic. Enfin, il y a une classe d'écart pour l'instant entre les 2 gardiens. Donc, dans ce sens-là, oui, c'est osé. Maintenant, c'est partiellement osé parce qu'on sait très bien que, sauf blessure ou suspension, c'est Rajkovic qui fera la saison. Oui, mais justement, c'est le problème. Si tu as une blessure, une suspension, sachant qu'en plus les blessures généralement ça arrive plutôt fin octobre, donc après le mercato, est-ce que ça vaudrait pas le coup de prendre un gardien un peu expérimenté en numéro 3 ou numéro 2? Je pense pas que ce soit la stratégie, en tout cas affichée par le Stade de Reims. Dans l'idée je suis pas dans les petits papiers, hein, mais je pense que dans l'idée, c'est exactement ce qui va se passer avec ce qui s'est passé l'été dernier avec Mendy et Rajkovic. Tout le monde pensait que Nicolas Lemaitre allait prendre la suite d'Edouard Mendy, et finalement ils sont allés chercher un gardien à l'étranger. Je pense que l'histoire se répétera pour les prochains mercatos. Si c'est pas l'été suivant, ce sera celui d'après. Mais j'ai du mal à imaginer qu'un joueur comme Yehvan Diouf ou même le petit Kobali Ndiaye puisse prendre la succession d'un joueur comme Rajkovic dans les buts d'un club de Ligue 1, qui plus est européen, s'il en est. Je pense surtout que là, on est sur la possibilité de faire repérer ce genre de joueurs, de lui faire jouer des matchs de coupe sur les premiers tours, effectivement d'être en joker d'un Rajkovic si il se fait cambrioler une fois prochaine, on ne lui souhaite pas, et d'attirer l'œil et la convoitise, et d'en tirer une plus-value, parce qu'il n'a rien coûté, Diouf, pas plus que Ndiaye d'ailleurs. Et c'est un petit peu la stratégie marketing là pour le coup du Stade de Reims, général, pas que pour les gardiens. T'en penses quoi, Thomas? Moi je pense que faut juste se croiser les doigts que Rajkovic n'ait pas une blessure grave, parce que
le gap peut se faire vite ressentir et les résultats de Reims pourraient se ressentir également parce que, comme on disait tout à l'heure, Reims s'appuie sur une grosse défense et Rajkovic est un élément essentiel. Donc, si Rajkovic est blessé et que Diouf, voilà, ce qui est normal, a un écart de niveau avec Rajkovic, Reims va peut-être avoir des difficultés. Donc après, est-ce que le marché offre la possibilité d'avoir un numéro 2 expérimenté, alors qu'on sait que Guillon n'est pas partisan forcément du turnover en coupe, d'autant plus que cette année, il n'y a plus que la Coupe de France, même si Reims va jouer l'Europa League. Donc, est-ce que vous préfèrent miser sur la jeunesse et le potentiel de Diouf ou prendre un mec d'expérience? Mais est-ce que le mec d'expérience va vouloir venir parce que il y aura quoi, 1 ou 2 matchs dans l'année au grand max, ou 3, 4 si Reims va aller en Coupe de France? Et encore, c'est pas sûr parce que Rajkovic, même un match de coupe, faisait les gros matchs. Donc c'est un pari osé, pas trop osé, parce que Reims n'a pas des têtes d'ambition comme d'autres clubs qui visent la Coupe d'Europe chaque année. Je pense pas que Reims, l'objectif cette année, c'est de viser la Coupe d'Europe, même si même s'ils peuvent accéder, ils le feront bien sûr, mais c'est pas l'objectif principal. Donc c'est un pari osé, pas trop osé. Après, moi je connais pas Diouf, donc je peux pas dire c'est un mauvais choix ou pas en tant que numéro 2. Autant lui c'est sa chance. Je pense que en tout cas, c'est un pari qui est réfléchi. Je pense que même économiquement, le Stade de Reims n'a pas forcément les moyens de s'acheter un numéro 1 bis, quoi qu'il arrive. Et puis, comme tu le disais très bien, Thomas, vu le nombre de matchs, en gros, les miettes qui pourraient arriver à ce numéro 1 bis ou donc numéro 2, ça serait très compliqué. Et là, on va revenir à quelque chose qu'on a abordé tout à l'heure, dans la gestion. Et on sait que le passé dans la gestion des gardiens, quand il y a 2 très, très bons gardiens, n'a pas toujours été sereine. Je pense que c'est une stratégie, en tout cas, assumée par le Stade de Reims. Avec les 5 changements, par contre, il ne faudra pas bégayer trop fort quand ça va commencer à changer de gardien à la 70e à la place d'un défenseur central. On ne sait jamais. Alors, en guise de fromage avant le dessert, on va évoquer la défense du Stade de Reims de l'an prochain. Julien, pour toi, ça sera quoi la défense titulaire ? C'est une bonne question. Elle va changer à 50% cette défense, donc c'est pas négligeable quand il s'agit de la meilleure défense du championnat de France de Ligue 1, une des meilleures d'Europe. Un des meilleurs prospects de Ligue 1 qui vient de partir, vous l'avez certainement vu, Axel Disasi, qui s'est engagé pour un très beau montant d'ailleurs pour le Stade de Reims, autour de 15 millions d'euros à Monaco. On a toujours des questions sur le côté gauche aussi. Hassan Kamara, qui a été un des meilleurs latérales gauche de la saison, s'est engagé très tôt avec Nice. Hassan Kamara qui partait pas pour être titulaire durant la saison qui vient de s'achever. C'était Ghislain Conan qui était le prétendu titulaire au poste. Et bon, il a été très irrégulier parce qu'il est souvent embêté par les blessures. Et là, ils ont recruté donc 2 joueurs belges. Thibaut De Smet, un jeune joueur qui est arrière gauche. Et dans l'axe, je pense que c'est Wout Faes. On aura une défense très belge, avec Thomas Fouquet qui joue déjà arrière droit. Et donc, je pense qu'aux côtés du capitaine, cette année, Younis Abdelhamid, ce sera Wout Faes qui est arrivé à Reims l'hiver dernier. Je vous parlais d'anticipation tout à l'heure. C'en est l'exemple même. Il a été reprêté dans son club d'origine et donc il est arrivé cet été. Et je pense qu'il est arrivé en tant que titulaire. N'en déplaise à Dario Marezic qui, lui, était arrivé l'année dernière, qu'on attendait justement l'année dernière et qu'on a très peu vu parce qu'il y avait très peu de place derrière le duo Disasi Abdelhamid. Je pense que Wout Faes sera le titulaire au poste. À voir maintenant. Très bien pour ce point sur la défense. Et maintenant, le dessert. On va évoquer la main ferme. Messieurs, 30 secondes pour nous dire à quelle place le Stade de Reims finira la saison et nous évoquer la saison des gardiens. On commence par toi, Julien.
À quoi faut s'attendre pour le Stade de Reims cette saison? Je pense que ça va être une saison un petit peu plus compliquée que les deux précédentes. D'une part parce que le renouvellement de l'équipe fait que il va falloir une nouvelle adaptation, qu'il n'y aura plus d'effet de surprise. Le Stade de Reims sera attendu cette année. Je le disais, la défense a été repensée pour 50%. Il y a des automatismes à recréer qui vont être, à mon avis, un peu plus compliqués que les années précédentes. Et donc, ça pourrait éventuellement s'en ressentir sur l'efficacité de Predrag Rajkovic. Je pense en tout cas qu'il pourrait être un peu plus sollicité cette saison que la saison précédente. Donc à lui maintenant de confirmer tous les espoirs qu'on a pu voir cette saison. Très bien pour ta main ferme. Maintenant Thomas. Je vais rejoindre Julien. Je pense que cette saison pour Reims ça va être un peu plus compliqué que la saison passée. Je les vois terminer à la 10e place, à un milieu de tableau. Pour Rajkovic aussi, il va être moins se mettre en évidence que l'an passé. Même s'il va faire une bonne saison quand même, mais peut-être pas être le meilleur gardien de la saison. Cette année, ça va être plus compliqué et la 6 défensive de Reims va avoir un temps d'adaptation. Donc saison bonne pour Reims, mais pas aussi belle que celle qu'on a vécue en 2019-2020. Très bien, messieurs, pour cette dernière main ferme du Club par Club de Radio Main Opposée. Merci pour ceux qui nous ont suivis tout l'été pour cette série. On a vraiment pris plaisir à se plonger au sein des clubs de Ligue 1 avec des passionnés comme toi, Julien, pour évoquer ces gardiens. N'hésitez pas à réagir si vous avez un autre point de vue que nous sur la saison à venir des Rémois et à aimer l'épisode s'il vous a plu. Pensez également à écouter les épisodes précédents qui ont été publiés tout au long de l'été et à vous abonner à la chaîne. Merci de nous avoir suivis et en attendant, nous vous souhaitons d'aller la chercher main opposée. Bonne reprise de la Ligue 1.